Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 septembre 2021 pour le 251e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque cette semaine l'armée ukrainienne a purement et simplement tiré sur une école. On a eu droit à un miracle, personne n'a été blessé. Je vais revenir aussi sur les élections qui ont eu lieu en Russie, les élections législatives, le résultat et ce qui s'est passé pendant ces élections. Et je vais surtout parler de l'évolution de la situation en Ukraine avec la tentative d'assassinat cette semaine du premier assistant de Zelensky, Sergueï Shefir. Sur le plan militaire, du 18 au 24 septembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 21 reprises, donc on est en baisse, durant lesquelles elle a tiré 280 munitions, dont 73 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là on est à 2 fois moins que la semaine passée. Il faut y rajouter les 3 violations et les 35 munitions, dont 29 obus de mortier de 120 mm tirés durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont blessé un soldat de la RPD et, comme je l'ai dit, endommagé une école internat, mais aussi une station de chauffage au gaz, son gazoduc qui l'alimente et une sous-station électrique. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 4 blessés. Et puisqu'on parle des violations des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armements lourds, puisque l'armée ukrainienne continue d'amener des armes lourdes près de la ligne de front en violation des accords de Minsk. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 26 pièces d'armements lourds, donc on est à beaucoup moins que la semaine dernière. On a dans le détail un obusier automoteur Akatia de 152 mm, 2 canons Jetsin B de 152 mm, 4 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, un char d'assaut dont le modèle est non spécifié, un système de missiles anti-char Sturm S de 130 mm, 4 systèmes de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Shilka, 2 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 5 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 4 véhicules blindés et un système de brouillage électronique dont je vous montre une photo. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a massivement brouillé les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la carte. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit des brouillages, même dans des zones qui sont assez loin de la ligne de front. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que potentiellement, ils sont en train d'amener d'autres armes via les gares de la zone du Donbass qui est sous leur contrôle et qu'elles seront amenées près de la ligne de front plus tard, donc soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Donc ça, c'est une situation à surveiller quand même, parce que quand je vois qu'ils brouillent les signaux aussi loin de la ligne de contact, c'est quand même... Il y a un truc, ça cache quelque chose. Et puis comme je vous le disais, cette semaine l'armée ukrainienne a tiré sur une école internat de Yassino-Bataya. Ça a eu lieu le 21 septembre tôt le matin. L'armée ukrainienne a tiré 15 obus de mortier de 120 mm sur la périphérie nord de Yassino-Bataya. Je vous montre la carte. Donc elle a tiré depuis ses positions situées près de Novosielovka. Plusieurs de ces obus sont tombés sur une zone résidentielle et entre autres une station de chauffage fonctionnant au gaz et l'école internat numéro 14. Alors l'école internat, comme son nom l'indique, c'est une école où les enfants dorment sur place. Donc même à 7h et quelques du matin, ils sont là. Voilà. Bon, comme on peut voir sur la carte, la zone bombardée est loin de la ligne de front, encore une fois, loin des positions de la milice populaire de la RPD. En plus, cette école internat existait déjà du temps de l'Ukraine, donc là, ils peuvent pas plaider l'erreur de tir, ils peuvent pas raconter qu'ils ont répondu à des tirs de notre part, parce qu'il n'y a pas de position, il n'y a pas de pièces d'armement là. Donc c'est un nouveau crime de guerre délibéré de l'armée ukrainienne, pour changer. Non, mais ils en ont une liste à la Prévert. La station de chauffage et le gazoduc qui l'alimente ont été endommagés par des éclats d'obus, ainsi que les fenêtres et la façade de l'école internat où se trouvaient quand même 63 enfants et 53 membres du personnel au moment des tirs. Par chance, les employés de l'école ont très vite fait descendre les enfants dans l'abri anti-bombardement souterrain et résultat, personne n'a été blessé. Mais on a eu un pot de dingue. Parce que franchement c'est tombé pas loin de l'école, vraiment c'est tombé sur le territoire de l'école dans le parc qui entoure le bâtiment, donc il y a eu des fenêtres qui ont été endommagées, mais je veux dire ça aurait pu très mal se finir, là vraiment, non là c'est vraiment très grave, et ça bien entendu
Hein, tout le monde se tait là-dessus côté occidental. Bon, il y a eu un incendie, bien entendu, provoqué par l'endommagement du gazoduc. Ça, forcément, quand tu endommages un gazoduc avec des éclats d'obus de mortier, ouais, généralement ça fout le feu. Les pompiers se sont rendus sur place, ont quand même très vite maîtrisé l'incendie, mais enfin ils ont dû travailler sous les bombardements de l'armée ukrainienne, hein, parce que j'avais des collègues journalistes qui étaient déjà sur place, qui ont filmé. On entend clairement des obus tomber non loin de là, on entend vraiment que ça tombe très très près. Donc voilà, donc pour information, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Voilà comment l'armée ukrainienne célèbre cette journée, en bombardant une école internat au risque de blesser ou de tuer une 60aine d'enfants. Tout va bien. Tout va bien. Comme je le disais, je reviens sur les élections législatives russes. Ça y est, elles sont passées le week-end dernier. Le parti Russie Unie a remporté ces élections très largement. Ils ont obtenu 324 sièges sur 450, donc majorité très confortable. Les habitants du Donbass ont participé de manière assez massive, entre autres le vote à distance, qui a permis quand même à plus de 150 000 d'entre nous, puisque j'ai voté de cette façon, de voter. Donc c'est un chiffre approximatif, parce que ça c'était un chiffre qui était donné, c'était dimanche après-midi, donc c'était même pas encore terminé, donc on a peut-être dépassé encore bien plus. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent des défauts au vote électronique, je peux le comprendre, la crainte entre autres de fraude, de facilité, mais il faut reconnaître que sans cette possibilité, pour nous ça aurait été très compliqué de participer à ces élections, parce que je vois pas comment on aurait pu amener 150 000 personnes à travers la frontière en 3 jours. Je veux dire, même avec les 800 autobus qui avaient été mis gratuitement à disposition rien que par la RPD, oui, on a réussi à amener plusieurs milliers de personnes par jour côté russe, pour ceux qui souhaitaient absolument voter physiquement. Mais non, rien qu'en RPD, on était, je crois, 250 000, à peu près 250 000 à pouvoir voter. Donc vous imaginez, un RPL, ça doit être à peu près la même. Donc s'il avait fallu emmener tout le monde physiquement côté russe... ouais, non, là, je pense qu'il fallait inventer des portails de téléportation. Là, sans ça, je sais pas comment on faisait. En plus, pour le vote électronique, en RPD comme RPL, pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, il y avait des centres d'information un peu partout, dans les villes, villages et districts, qui permettaient aux gens de venir voter électroniquement, même s'ils n'avaient pas d'ordinateur ou de tablette à la maison. Bon, cette participation massive des habitants du Donbass a bien sûr été commentée de manière totalement débile par Alexei Arestovitch, encore lui, je rappelle donc conseiller du cabinet présidentiel ukrainien et membre de la délégation ukrainienne à Minsk, donc qui est un spécialiste, des déclarations vomitives et des déclarations débiles, voire des déclarations vomitives et débiles, il fait les deux en même temps. Là, il nous a sorti que ceux qui avaient participé volontairement à ces élections législatives russes dans le Donbass feraient mieux de se barrer quand la région sera soi-disant reprise par l'Ukraine, parce que sinon ils seront punis pour ça, voilà, punis pour avoir exercé leur droit de citoyens russes de participer à des élections russes. Non mais avec des déclarations comme ça, si vous espérez réellement faire revenir les gens d'ici dans le giron de Kiev, reconquête des cœurs et tout, non, ça va pas être très efficace, je vous le dis. Puis bon, il sous-entendait qu'il y a des gens qui avaient été forcés d'aller voter, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Non. Il n'y a personne qui a été obligé de voter. Chacun faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Voilà. Ces élections ont été marquées par des attaques informatiques massives. Il y a eu, je crois, plus de 950 attaques qui ont été détectées contre les plateformes de vote en ligne, donc la plateforme générale et la plateforme dédiée pour les votes à Moscou. Il y a eu des attaques contre les autres infrastructures informatiques de la commission électorale centrale, ce qui fait que ça a entre autres ralenti la transmission des résultats, entre autres du vote en ligne à Moscou,
hein, un ralentissement que les médias occidentaux ont bien sûr interprété comme « oui mais c'est bizarre, ça serait pas un signe de fraude, tu vois ?» Non mais il y a des attaques informatiques les mecs, donc oui, les spécialistes informatiques de la commission électorale centrale russe ont réussi à faire en sorte que cela n'impacte pas trop lourdement, entre autres le vote en ligne, et que on n'ait pas des coupures ou des choses comme ça, mais forcément ça peut entraîner des ralentissements, donc ça n'a rien de suspect, hein, je veux dire, la Russie n'en est pas responsable. D'ailleurs les pays d'origine des attaques DDoS qui ont été détectées venaient des États-Unis, d'Allemagne et d'Ukraine, si je me souviens bien. L'origine des pays en question, bon, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Il y a aussi, sans surprise, hein, je veux dire, eu des tentatives de faire gonfler artificiellement le chiffre des violations, hein, avec des milliers de faux messages sur des violations inexistantes. Bon, mais ça on s'y attendait, hein, avec ce que je vous avais expliqué et montré, avec toutes les préparations de provocation, entre autres côté opposition non systémique, c'est pas une surprise, je veux dire. Hein. Bon. D'un point de vue vraiment officiel, on a 12 cas de bourrage d'urnes qui ont été confirmés par la commission électorale centrale, des bourrages d'urnes qui ont été détectés grâce au fait que dans les bureaux de vote en Russie, il y a des caméras, et que ces caméras, tu peux les regarder en ligne, donc n'importe qui peut jouer les observateurs. Donc ouais, il y en a qui ont tenté des techniques du genre je me mets devant l'urne et puis t'as quelqu'un, tu vois un bras qui glisse les bulletins dans le truc, caché derrière le drapeau russe. Non mais ça a pas marché, hein, ça a pas marché. Bon, bien entendu dans chaque cas les bulletins de vote du bureau concerné ont été invalidés, les forces de l'ordre ont été envoyées, et dans 3 cas les présidents des commissions électorales locales ont purement et simplement été virés, hein, voilà. Le pire ça a été à Saint-Pétersbourg. Alors on avait eu, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur cette histoire de clone. On avait un candidat du parti Yablaka, hein, le fameux parti écolo là, qui a vu plusieurs clones apparaître, donc des mecs avec le même nom, même prénom, pas le même patronyme, hein, les mecs s'étaient tous laissés pousser la barbe pour lui ressembler, tu vois. Bon, alors, pourquoi ils les ont pas virés, ces candidats-là? Tout simplement parce que légalement, en fait, il n'y a rien qui est prévu dans la loi pour ce genre de cas, c'est une première. La chef de la commission électorale centrale a d'ailleurs dit qu'elle va réfléchir à un projet de loi pour que dans les prochaines élections, ce ne soit pas possible d'avoir ce genre de cas, parce qu'effectivement, c'était absolument déloyal. Ils avaient été appelés, ces candidats clones, à se retirer, mais on ne pouvait pas les y obliger, donc ils ne s'y sont pas pliés, et bien entendu, le candidat Diablaka n'a pas gagné, et donc ça râle. Donc ça, effectivement, c'est un truc qui est pas très très clair. C'est quand même pas top, mais il y a eu pas mal de violations à Saint-Pétersbourg. Donc la présidente de la commission électorale centrale russe, Ella Pamfilova, a parlé de 5e colonne présente au sein de la commission électorale locale, et elle a appelé à reprendre le contrôle de la situation là-bas. Donc je pense qu'il va y avoir un gros remaniement de la commission électorale à Saint-Pétersbourg, parce que là, ça a été complètement folklorique. Donc ça, c'est pas acceptable, là-dessus, je la rejoins totalement. Donc comme je l'ai dit, il y a bien sûr eu des violations, un certain nombre ont été par contre montées de toutes pièces par l'opposition non systémique, y compris des collaborateurs de Navalny. Alors on a par exemple la police qui a débarqué dans un appartement qui avait été reconverti en bureau de vote, hein. Il y avait une urne avec armoirie de la Russie, des photocopies de bulletins de vote partout, de quoi filmer une vidéo montrant les violations, enfin tout y était. Et alors, de manière intéressante, dans les téléphones des personnes qui se trouvaient sur place, on a trouvé le numéro de téléphone de celui qui a organisé ce petit tournage, l'assistant de Navalny, Ilya Parkhomov, oui, qui était déjà impliqué dans l'affaire du Novichok. Hein, c'est celui qui avait été chercher le fameux thé qu'on avait accusé au tout début d'avoir contenu le Novichok. Donc déjà, vous commencez à voir un peu... Voilà. Autre type de fait, qu'on a eu un observateur du parti Yablaka, encore à Moscou, qui a prétendu qu'il avait été frappé. Hein, il avait fait une petite photo de son visage avec du sang sous le nez. Petit problème, il a été filmé alors qu'il se peignait le visage avec du faux sang.
Hein, donc Yablaka, je rappelle, c'est le parti de la blonde là, qui était dans la fameuse conférence où on apprenait aux observateurs comment se faire virer des bureaux de vote pour créer des violations inexistantes. D'ailleurs, il y a une autre vidéo hein, qui a fuité montrant cette fois une formation du mouvement Golos, hein, ce qui est un agent étranger en Russie, pour former là aussi des observateurs. Et là aussi c'est bizarre, le présentateur nous explique que il y aura moins de violations cette année, que donc il faudra faire des provocations, puis à la fin de la formation, vous aurez le petit manuel qui vous expliquera tout. C'est génial. C'est génial, on a 2 formations différentes, à 2 endroits différents, par 2 organisations différentes mais en fait associées, et à chaque fois on se retrouve avec à la fin la remise du manuel du parfait petit provocateur, et dans les 2 cas le logo de l'ODIHR, encore eux, oui le fameux bureau de l'OSCE chargé d'observer les élections. À cette fois le logo était en plus gros, là tu pouvais pas le louper, tu pouvais pas avoir de doute sur ce que c'était, hein, de nouveau sur la présentation qui était projetée à l'écran, mais ils vont sûrement nous dire qu'ils ont encore rien à voir avec ça. Moi je veux vraiment que le comité d'enquête russe se penche sur ces 2 vidéos, celle du mouvement Golos et celle que moi je vous avais présentée la semaine dernière. Je veux vraiment qu'ils enquêtent là-dessus, entre autres pour voir quel est le rôle de l'ODIHR là-dedans, parce que je rappelle c'est quand même un organisme issu de l'OSCE qui est censé être neutre. Donc si réellement ils sont impliqués dans des formations de pseudo-observateurs qui sont en réalité des formations de provocateurs pour créer des violations qui n'existent pas, ça s'appelle de l'ingérence et de l'interférence dans les élections russes. C'est totalement illégal. Voilà, et là ça en dira long sur ce que vaut réellement et l'ODIHR et l'OSCE. Voilà. Hein. Bon, sans surprise, le parti Yablaka qui était impliqué dans toutes ces provoques ne reconnaît pas les résultats des élections législatives russes. Bon, faut dire qu'avec leur score de 1,34% qui leur permet pas d'avoir des députés à la Douma, parce que le seuil c'est 5%, le résultat est très loin d'être satisfaisant au regard des efforts qu'ils ont fournis hein, pour pourrir ces élections. Hein, ça leur a pas rapporté grand chose. Hein. Et surtout, ça n'a pas empêché, comme je l'ai dit, Russie Unie d'obtenir 324 sièges avec 49,82% des voix dans le scrutin par liste. Alors pourquoi j'explique scrutin par liste? Parce que les législatives russes, donc il y a 450 sièges à la Douma, la moitié est fournie par les votes par liste, donc tu votes pour Russie Unie, Rodina, le Parti communiste, la LDPR, etc. Et tu as l'autre moitié qui est fournie par ce qu'on appelle un scrutin uninominal, c'est-à-dire là tu as vraiment les candidats, c'est-à-dire là tu peux voter pour Chaïgou, Lavrov, etc., etc. Donc là tu choisis, et donc la moitié des sièges est fournie comme ça. Donc avec à peu près la moitié des voix en scrutin par liste, Russie Unie obtient la moitié à peu près des sièges qui sont fournis dans la partie par liste, hein, donc ça en fait à peu près une centaine, et le reste ils l'ont obtenu par le scrutin uninominal. Donc là ils ont obtenu à peu près ils ont 198 sièges, comme ça si je dis pas de bêtises. Voilà, deuxième c'est le Parti communiste, hein, c'est ce que je vous dis, hein. Les opposants majeurs à Poutine, c'est pas Navalny, c'est le Parti communiste, qui a progressé, hein, qui est à 18,93%, donc ils obtiennent 57 sièges. Le Parti LDPR de Zhirinovsky, 21 sièges, en baisse, ils ont 7,55% des voix seulement, puis Russie juste 27 sièges, Nouvelle Personne 13 sièges, et il y a quelques petits partis et indépendants qui ont obtenu des sièges par le scrutin uninominal, justement. C'est le cas de Rodina, 1 siège, Plateforme Civique, 1 siège, Rosta, 1 siège, et 5 sièges, ce sont des députés indépendants, donc ils sont reliés à aucun parti. Bon, sans surprise, l'Union Européenne a critiqué les élections russes, en disant qu'elles avaient été organisées dans une atmosphère d'intimidation des critiques indépendants et sans aucune observation internationale normale et fiable, sauf qu'encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, je veux dire, c'est pas de la faute de la Russie, si l'ODIHR n'a pas voulu venir. Je veux dire, la Russie a imposé un quota de personnes à cause du coronavirus. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand ils ont eu la même contrainte, je crois que c'est aux États-Unis, à vérifier, mais dans un autre pays, hein, où là aussi on leur a demandé de réduire drastiquement leur délégation d'observateurs, là, l'ODIHR a pas fait de caca nerveux.
Hein, ils se sont pliés à la requête et ils ont fait comme on leur a demandé. Mais quand c'est la Russie, tu vois, voilà. Ah non, non, on peut pas venir, puis après, ah bah oui, mais comme on n'a pas pu venir, les élections sont illégitimes. Ah bah comme c'est pratique, comme en Crimée. Hein, comme en Crimée. Bon, sauf que bon, il n'y avait pas que les observateurs de l'ODIHR qui étaient invités, il y en a tout un paquet d'autres. On a quand même eu 380 observateurs internationaux venant de 80 pays, entre autres plusieurs Français comme Thierry Mariani ou Michel Voisin, il y a eu des Serbes, des Italiens, etc., qui ont visité les bureaux de vote un peu partout, y compris en Crimée, qui ont vérifié que tout était conforme aux normes du droit international. Donc je veux dire, il n'y a rien à redire. Je veux dire, non, non, les élections se sont bien passées. Donc là on attend le recompte des votes au niveau de Moscou, parce qu'il y a une grosse contestation de la part des communistes à cause du vote électronique. Alors, pourquoi cette différence importante ? Parce que certains ont remarqué et m'ont fait passer via télégramme la carte des circonscriptions à Moscou avant et après vote électronique, pour deux raisons. Déjà, les tranches d'âge. Les tranches d'âge, clairement, ceux qui vont voter électroniquement, mécaniquement, la moyenne d'âge va être plus jeune que ceux qui vont aller voter physiquement. Donc déjà ça joue, parce qu'en Russie, tu as quand même une différence importante entre les jeunes et on va dire les plus anciens en termes de répartition des votes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est clair que le Parti communiste avait appelé à boycotter le vote électronique, donc forcément leurs adhérents ont moins ou pas voté via ce moyen-là, alors que ceux de Russie Unie avaient été appelés à utiliser ce moyen-là de manière massive. Vladimir Poutine, je vous l'avais dit, avait lui-même voté de cette façon. Donc c'est clair que... Et puis, quand tu votes pour le parti qui est au pouvoir, forcément tu es entre guillemets plus en confiance que va pas y avoir de fraude sur ton vote que si tu votes pour l'opposition. Donc clairement, tu as une proportion plus importante de soutien de Russie Unie qui ont voté par voie électronique que ceux qui votaient pour le Parti communiste ou les autres partis. Donc ça n'a rien d'étonnant que le vote électronique fasse une telle différence. Mais en fait, si tu n'avais pas eu ce vote électronique, ces gens-là auraient été votés physiquement, tout simplement, et ça aurait rien changé. Donc je pense que le recompte des voix va rien changer du tout. Donc, mais effectivement, je peux comprendre que ça soit troublant quand tu vois la différence de résultats entre le vote physique et le vote électronique, et que ça peut prêter à suspicion. Je peux tout à fait comprendre. Voilà. Comme je le disais, je vais surtout vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, puisque l'information importante de cette semaine, ça a été cette tentative d'assassinat contre le premier assistant de Zelensky, Sergueï Shefir, sur fond de vote de la loi sur les oligarques, je vais vous en parler après. Donc là, c'est le 22 septembre 2021 au matin, la veille du vote de cette fameuse loi. Des inconnus ont tiré sur la voiture de Sergueï Shefir dans la région de Kiev, son chauffeur a été blessé, Shefir s'en est sorti sain et sauf, la voiture a reçu en tout une vingtaine de balles, dont 3 ont touché le chauffeur. Je vous montre des photos, mais il y a quand même des petites choses troublantes dans cette affaire. Bon, pour commencer, d'après les informations d'Anatoly Chary, qui est généralement quand même assez bien informé, habituellement cette voiture a des plaques blindées dans les portières, mais ça empêchait les fenêtres de s'ouvrir. Et le chauffeur les aurait fait retirer quelques jours à peine avant cette tentative d'assassinat. Bizarre. Bizarre. De deux, si vous regardez les impacts de balles sur la voiture, on voit que soit les tireurs étaient des nulos, il faut qu'ils retournent au stand de tir, soit ils ne voulaient tuer personne. Parce que quand vous voyez comment ils ont tiré, il n'y avait aucune chance de tuer quelqu'un en tirant comme ça. Aucune chance. Alors, bien entendu, les officiels ukrainiens nous ont sorti au choix la version des services secrets russes et celle des oligarques, pas contents du vote de la loi sur les oligarques justement, sauf que ça tient pas la route. Si les services secrets russes voulaient menacer Zelensky, s'en prendra à lui directement et pas à Shefir. Voilà. Et concernant la loi sur les oligarques, je vais vous expliquer après en détail. Pourquoi la tentative d'assassinat contre Shefir aurait au contraire renforcé la position du gouvernement Zelensky sur la nécessité de voter cette loi. D'ailleurs, ils ont utilisé ça dans ce sens-là, pour dire, vous voyez, il faut voter cette loi, c'est important, ça les dérange, etc. En vrai, c'est pas vrai, je vais vous expliquer après. Donc pour moi, il y a deux versions qui tiennent la route. Soit il s'agit d'une lutte interne pour le pouvoir, soit au sein même de l'équipe de Zelensky,
soit carrément au sein du pays. C'est-à-dire que c'est devenu tellement l'anarchie dans le pays que les mecs sont en train d'essayer de se liquider les uns les autres. Version qui n'est pas du tout exclue, hein, je vous ai dit, hein, ça devient Game of Thrones, hein, la politique ukrainienne. Voilà, ils sont en train de se tirer dessus les uns les autres. Il faut savoir que Shefir aurait eu des conflits récents avec d'autres membres de l'équipe et avec Zelensky lui-même, qu'il était même prêt à un moment à donner sa démission. Donc la question se pose de qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il l'a nié, hein, bien entendu, mais bon. Autre, on va dire, commanditaire potentiel, c'est les groupes criminels et ou néo-nazis, hein, du genre ceux dirigés par Bilecki & Co, parce qu'eux aussi sont en conflit avec Zelensky, donc on peut pas exclure qu'eux aussi aient cherché à l'intimider pour une raison ou pour une autre. La version qui, moi, me semble effectivement extrêmement plausible, ça serait un avertissement pour cause d'affaires de corruption qui se seraient mal passées. Pourquoi ? Parce que Shefir est réputé pour être ce qu'on appelle le caissier de Zelensky, c'est-à-dire la personne qui sert d'intermédiaire entre ceux qui vont verser des pots de vin et le président, ainsi que sa faction parlementaire, c'est-à-dire son parti au Parlement. Hein, donc pot de vin, ça peut être des pots de vin pour l'exportation illégale de biens via Odessa, l'obtention de gros contrats de construction publique, voire de la vente discrète de postes de hauts fonctionnaires, et ensuite cet argent est redirigé vers le président et vers les députés, hein, parce que pour maintenir sa majorité au Parlement, Zelensky doit arroser tous ses députés de pognon de manière régulière. Donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Hein. Donc il se peut qu'une de ces transactions se soit pas bien passée, genre pognon qui disparaît en cours de route, un haut fonctionnaire qui a acheté sa position, qui s'est fait virer parce qu'il était incompétent ou qu'il a fait un gros scandale et qu'il n'y a pas d'autre choix que de le foutre dehors, et puis bon bah l'argent qu'il avait versé, il est déjà dépensé. Alors si c'est ce scénario-là, clairement, il y a très peu de chances qu'on sache un jour ce qui s'est réellement passé. Parce que bien sûr Zelensky et Shefir vont pas risquer d'exposer leur petit schéma de corruption, hein, ils vont régler ça discrètement. Si dans les temps à venir on voit des gens qui sautent par la fenêtre, se tirent 2 balles dans la tête ou boivent de l'antigel, il y a de fortes chances pour que ces morts bizarres soient la réponse de Zelensky à la bergère. Hein, voilà, c'est une possibilité de règlement, hein, du problème. Donc faut surveiller les morts bizarres et les suicides étranges en Ukraine. On en saura peut-être un petit peu plus en regardant ce genre de faits divers. Et donc je vais vous parler un petit peu plus de cette loi sur les oligarques. Alors c'est une loi qui permet au Conseil de sécurité nationale et de défense de décider qui rentre dans la catégorie oligarque ou pas. Hein. Donc bon, bien sûr la loi a fixé des critères, hein, mais bon après c'est ce Conseil qui va décider si oui ou non. Tu vois, donc déjà ça pue. Alors, selon cette loi, pour être considéré comme un oligarque, il faut présenter au moins 3 des caractéristiques suivantes. Hein. Il y en a 4. La première, c'est d'être impliqué dans des activités politiques. La deuxième, c'est d'avoir une influence significative sur les médias. La troisième, c'est d'être le propriétaire ou bénéficiaire ultime d'une entité économique qui détient une position de monopole sur le marché national ukrainien. Et le quatrième, c'est si la valeur confirmée de ces actifs dépasse 2,27 milliards de hryvnia, soit environ plus de 85 millions de dollars. Voilà. Mais comme je l'ai dit, au final, la décision de déclarer si une personne est oligarque, elle sera prise par le Conseil de sécurité nationale et de défense. Ça peut être fait sur base d'une proposition du cabinet des ministres, d'un membre de ce conseil, de la Banque nationale, du service de sécurité, hein, donc le SBU, ou du comité anti-monopole. Donc, d'après cette loi, ceux qui seront classifiés comme oligarques ne pourront pas verser des contributions pour soutenir les partis politiques financièrement, hein, ni les fondations de candidats politiques, ne pourront pas financer des rassemblements ou agitations, donc manifestations, etc. Et ils ne pourront pas être acheteurs dans des processus de grands projets de privatisation. La loi prévoit également une liste de fonctionnaires qui seront obligés de faire des déclarations en cas de contact avec un oligarque ou son représentant.
Ce dernier d'ailleurs et ses représentants devront avertir du fait qu'ils sont inscrits dans ce registre des oligarques avant d'entamer une réunion avec un agent public. Le fait de ne pas déclarer ce type de contact avec les oligarques pourrait être un motif bonne mesure disciplinaire contre les fonctionnaires concernés, mais ça ne concerne pas les contacts lors d'événements officiels diffusés à la radio, à la télé ou sur internet. Donc si par exemple t'as un journaliste qui appartient à une agence d'information d'État, qui est un fonctionnaire, ou un fonctionnaire qui est invité sur un plateau et qui se retrouve en débat à discuter avec tel ou tel oligarque, on compte pas ça comme contact, voilà. La décision de radiation du registre des oligarques est prise si une personne ne remplit pas en même temps donc au moins 2 de ces 4 critères. Il doit soumettre une demande au Conseil de sécurité nationale avec des documents qui confirment qu'il ne présente pas ces caractéristiques. Je ne sais pas quel document tu vas pouvoir présenter pour ça, mais bon. Comme je l'ai dit, en vrai, ça va rien empêcher, parce que ce qui va se passer, c'est que Zelensky va mettre sur cette liste noire ceux qui lui reviennent pas, du genre Medvedchuk, et puis tous ceux qui lui lèchent les pompes et lui verseront des petits pots de vin, ils finiront jamais sur la liste. Voilà. En fait, c'est une nouvelle mesure de discrimination qui va permettre à Zelensky de mettre les oligarques au pas. Temporairement, voilà. Mais enfin, ça va lui permettre d'engranger de nouveaux pots de vin pour que les gars se retrouvent pas sur cette liste, c'est tout. C'est ni plus ni moins, c'est pas une vraie mesure, voilà. Et je vous avais dit qu'en Ukraine, la chaîne Nash était dans le collimateur des autorités, ça y est, ça se poursuit, et je vous avais dit qu'il y avait une volonté du Conseil national de diffusion radio et télévision qui voulait retirer sa licence à la chaîne Nash. Ça y est, ils ont lancé la procédure judiciaire. Le jugement sera mené de manière simplifiée, c'est-à-dire que le défendant, c'est-à-dire la chaîne Nash, ne pourra pas être présent pour se défendre. C'est pratique. Non, mais la justice ukrainienne, je vous dis, même les procès staliniens, c'était du haut degré de justice en comparaison. Il y a que l'ONU qui proteste de manière assez sérieuse contre cette censure massive des médias d'opposition en Ukraine. Là, entre autres, la commission concernant les droits de l'homme en Ukraine a fait un rapport où ils ont clairement dénoncé tout ça. Mais le reste, l'Union européenne, les États-Unis, Amnesty International, silence radio. Je rappelle quand même qu'on en est à 4 médias de masse déjà censurés, plus un blogueur qui est aussi un opposant politique, Anatoly Chahary. Là, il commence d'ailleurs à essayer de menacer c'est sa mère ou sa belle-mère, je crois que c'est la mère d'Anatoly Chahary, en l'accusant d'avoir produit des faux papiers mais sans expliquer lesquels. Donc voyez un peu les méthodes, c'est digne de la mafia. Et donc là, si la chaîne Nash se fait retirer sa licence de diffusion, ça sera le 5e grand média d'opposition en Ukraine qui sera censuré. Alors, sur base de quoi ils veulent censurer la chaîne Nash? Eh bien, ils l'accusent d'incitation à la haine raciale et interethnique. C'est quand même lourd, hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un néo-nazi qui a appelé à brûler les juifs, ou les habitants d'Odessa, ou ceux de Donetsk, ou qui a appelé à mener un génocide de la population du Donbass. Non. C'est parce qu'un jour, sur le plateau, je vous en avais déjà parlé, un invité a dit que l'État ukrainien devenait un État fasciste, et que la guerre dans le Donbass était une guerre civile. Voilà. C'est-à-dire que dire la vérité, ça serait de l'incitation à la haine raciale et interethnique. Alors, quand tu censures une chaîne de télé pour ça, c'est le propre des dictatures. Puis comme je dis, qualifier ça d'incitation à la haine, alors que tous les néo-nazis d'Ukraine peuvent, au KLM, déverser tous leurs fantasmes de pogrom, de génocide contre les russophones ou la population du Donbass dans tous les médias ukrainiens sans jamais être inquiétés. Là, fallait oser quand même, Fallait oser, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, si tu veux. Je veux dire, aller relire ce que Bilecki racontait à propos de nous couper l'eau pour génocider la population du Donbass.
la chaîne sur laquelle il était, ils n'ont jamais été inquiétés pour incitation à la haine raciale et interethnique. Hein. C'est quand même bizarre. Hein, voilà. Non, mais ça en dit long, ça en dit très très long. Voilà la situation. Bah, là, la semaine qui vient, il va y avoir le festival Étoile au-dessus du Donbass, donc le festival de littérature de science-fiction. J'y retrouverai Faina Savenkova, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Je vous encourage à me transmettre vos questions pour la petite Faina dans les commentaires sur YouTube, sur l'article sur Donbass Insider, via Telegram. Vous pouvez aussi me soumettre vos questions. Voilà, parce que je referai une interview exclusive d'elle sur place. Donc voilà un petit peu la situation. Je pense que c'était relativement calme cette semaine parce que il y avait l'Assemblée générale de l'ONU et que donc l'Ukraine a cherché à faire un peu profil bas pendant que Zelensky était en train de jouer les clowns sur la tribune de l'ONU. Hein. Il nous a sorti vraiment des paquets de conneries, hein, du genre quand est-ce que vous aurez votre rencontre avec Vladimir Poutine? Réponse: quand il sera prêt. Merci monsieur la palisse. C'est vraiment réponse idiote. Donc voilà, situation à suivre quand même d'assez près, parce que là on voit que la situation entre autres avec le gaz devient extrêmement tendue en Europe. Alors contrairement à ce que certains médias vous racontent, c'est pas la faute de la Russie. Hein. La Russie a même augmenté ses fournitures de gaz à l'Europe, mais en fait ça vient d'un gros problème qui est que pas mal de pays n'ont pas voulu passer des contrats à long terme avec la Russie, ce que la Russie leur avait recommandé de faire pour garder des prix du gaz assez bas, et ils ont préféré dire non, on laisse faire le marché, hein, les spéculateurs et compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre de sociétés en Europe n'ont pas rempli à fond leurs réserves de gaz avant l'hiver, parce que elles ont vendu leur gaz sur les marchés asiatiques parce que les tarifs étaient beaucoup plus intéressants là-bas, et là maintenant ils veulent que la Russie injecte un maximum de gaz dans les tuyaux ukrainiens. Problème, c'est que le prix qu'ils demandent à payer pour ce gaz-là n'est pas rentable pour Gazprom. C'est-à-dire qu'on demande à Gazprom de vendre à travers les tuyaux ukrainiens à perte. Donc ça c'est non. Je veux dire, la Russie, vous a déjà expliqué, elle est pas là, c'est pas une œuvre de charité Gazprom, hein. C'est une entreprise commerciale. Hein. Donc son but c'est de faire des bénéfices. Son but c'est pas de renflouer le déficit ukrainien ou de vous offrir du gaz aux frais de la princesse. Donc la Russie leur a dit, mais non, écoutez, dépêchez-vous d'approuver Nord Stream 2 et on pourra vous envoyer plus de gaz via ce truc-là. Mais voilà. Vous avez tenu à limiter, via des directives européennes, les capacités de Gazprom d'utiliser un certain nombre de gazoducs, entre autres le gazoduc Opal, hein, avec des limitations à 50%. Maintenant, ne venez pas chialer en disant que c'est de la faute de la Russie si vous vous retrouvez avec du gaz à presque, je crois, entre 900 et 1000 dollars les 1000 mètres cubes. Je veux dire... Si vous vous retrouvez avec des tarifs prohibitifs pour le gaz, c'est de votre faute. La Russie vous a dit, passez des contrats à long terme, comme le font des pays comme la Biélorussie, qui a des tarifs, mais bien plus bas que vous. Pourquoi vous considérez que la loi du marché et les spéculateurs, c'est mieux que les contrats à long terme? Là, vous vous retrouvez avec un tarif, je crois, à peu près 3 fois le prix que vous devriez payer. Donc là, il y a des gens, en Grande-Bretagne, c'est en train de mettre un bordel pas possible, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent pas payer un prix du gaz et un prix de l'électricité produite par ce gaz aussi dithyrambique, donc elles ferment, donc vous commencez à avoir des trous dans les rayons, dans les supermarchés, et ça va mal se finir. Voilà, ça va mal se finir. Il y a des files d'attente aux stations essence, etc. Je veux dire, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais ça, c'est pas la Russie qui en est responsable. La Russie ne retient pas, et elle a augmenté, je crois, d'à peu près 18% ses envois de gaz vers l'Europe, mais vous avez laissé vos réserves non remplies pour fourguer votre gaz sur les marchés asiatiques, parce que ça vous rapportait plus. Et maintenant qu'il se met à faire froid, vous êtes là, oui, mais envoyez plus de sauce. Ouais, mais non.
Bah mais non. La Russie aussi, elle a des clients autres que vous, et entre autres côté asiatique. La Chine a d'énormes besoins énergétiques. Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir des contrats à long terme pour avoir des prix qui sont avantageux et qui vont pas fluctuer tous les 4 matins, d'avoir une certaine stabilité de prix. Vous n'avez pas voulu faire ça, vous avez voulu laisser les spéculateurs décider du prix du gaz, vous avez fourgué votre gaz sur les marchés asiatiques pour faire des bénéfices au lieu de remplir vos réserves. Ne venez pas hurler comme vous le faites maintenant côté occidental, je vois ça dans les médias occidentaux, entre autres britanniques, de dire ah la Russie retient son gaz pour faire flamber les prix. Mais non. Mais la Russie va pas vous faire la fleur de vous vendre du gaz à perte en le faisant passer par le système de transit ukrainien. Voilà. Donc, vous voulez plus de gaz ? Dépêchez-vous d'approuver Nord Stream 2. Et là, vous aurez plus de gaz et faites sauter vos directives à la con imposant une limitation à 50% de la capacité de Nord Stream 2. Je veux dire, il n'y a pas d'autre acteur en Russie qui peut utiliser Nord Stream 2. Donc c'est complètement débile. Vous vous limitez vous-même et vous créez vous-même les conditions d'une pénurie qui fait flamber les prix. Donc voilà, si vous vous retrouvez avec des factures de gaz dithyrambiques, non, c'est pas de la faute de la Russie, c'est de la faute des Européens, entre autres des sociétés de distribution de gaz qui ont complètement merdé. Voilà, donc c'est ça la situation. Donc cette situation très très tendue, y compris en Ukraine, où là aussi les réserves sont très basses, et où, comme je l'ai dit, l'Ukraine commence à faire du chantage à l'Europe, en mode si on n'a pas assez de pression de gaz pour maintenir le système en bon état chez nous, on va pomper une partie du gaz qui vous est destiné pour maintenir une pression suffisante dans notre système. Ça s'appelle du vol. Voilà. Donc on voit que l'Ukraine est complètement en perdition, là ça devient complètement le Far West. Les mecs se tirent dessus, ça c'est très mauvais signe, hein. Quand je vous dis que ce pays est en plein effondrement, et malheureusement un pays qui est en plein effondrement, bah, c'est un risque de relance de conflit ici, parce que c'est la meilleure diversion qui soit pour que cet hiver les gens pensent pas au fait qu'ils vont se geler. Faute de gaz, etc. Donc situation à suivre d'assez près. Et je pense qu'on va avoir malheureusement des mauvaises surprises et de nouvelles provocations, surtout si, suite, comme je l'ai dit, à ces élections législatives remportées par Russie Unie, il va y avoir de nouvelles démarches côté russe pour accroître encore l'intégration du Donbass avec la Fédération de Russie. Donc là, il y a quand même risque de reprise du conflit, ou au moins de provocation avec des bombardements sanglants. Donc situation à suivre de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.